31 mai 1918. En plein cœur des combats, un soldat allemand solitaire s'apprête à mettre sa vie en danger pour accomplir une action héroïque. Mais cet homme n'est pas un modeste soldat. Il se nomme Adolf Hitler. Il doit porter un message vital au quartier général du bataillon. C'est alors qu'il tombe sur une unité de soldats français. Il dégaine son pistolet. Les soldats déposent les armes et Hitler les fait tous prisonniers. Ce fait d'armes audacieux vaut au jeune Adolf Hitler la Croix de guerre de première classe, l'une des plus hautes distinctions de l'armée allemande. Mais il y a un problème. Cette histoire est un mensonge. C'est la première d'une longue série d'affabulations. Elles sont forgées par un homme prêt à tout pour légitimer son ascension fulgurante vers les cimes du pouvoir. Hitler. Qui était l'homme derrière le monstre? Il y a tellement d'aspects de son histoire qui sont incohérents. Un adolescent solitaire, devenu héros national. C'était le Messie pour les Allemands. Comment y est-il parvenu? Tout ça était un numéro, un spectacle. Il est temps de percer les secrets de l'homme le plus haï de l'histoire. Adolf Hitler n'est pas né dictateur. Mais en seulement 12 ans, ce sans-abri engagé volontaire deviendra le dirigeant incontesté d'un redoutable parti politique. Été 1914. De rares images d'une journée historique. Sur l'Odeonsplatz à Munich, l'Allemagne célèbre son entrée en guerre contre la Russie. Ce sont les plus anciennes images connues d'Adolf Hitler. Le visage anonyme d'un homme de 25 ans, immortalisé sur la pellicule. « 25 ans plus tard, cet homme, Adolf Hitler, lancera son pays dans la Seconde Guerre mondiale. 8 semaines après l'invasion de la France, il est à la tête d'une parade triomphale à Berlin, célébrant la victoire historique de l'Allemagne. La mise en scène est digne de la Rome impériale, du triomphe de César, avec des gens jetant des fleurs et faisant le salut nazi à tour de bras. C'est un spectacle incroyable. Et évidemment, Hitler est aux anges. Le peuple allemand, qui avait accueilli la guerre avec appréhension, croit désormais en cet homme. Il a quelque chose. Les Allemands sont persuadés qu'Hitler conduira leur pays à la tête d'un nouvel ordre mondial. Une allégeance due en partie à sa réputation de héros, gagnée sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Mais de nouveaux documents permettent d'esquisser une toute autre version du passé d'Adolf Hitler. Printemps 1913. À 24 ans, Hitler fuit son Autriche natale pour éviter la conscription dans l'armée austro-hongroise. Hitler grandit dans l'Empire austro-hongrois, où les identités sont de plus en plus fondées sur des notions de race. Êtes-vous allemand? Êtes-vous juif? Êtes-vous slave?
Hitler se considère assez vite sous le prisme de la germanité. Il ne se sent aucune obligation militaire vis-à-vis de l'Empire austro-hongrois. Il réserve sa loyauté à l'Allemagne dans laquelle il voit l'avenir. Après avoir fui l'Autriche pour l'Allemagne, Hitler est désormais un homme recherché. Huit mois plus tard, les autorités retrouvent sa trace à Munich et lui demandent des comptes. Il essaie alors d'attirer la compassion en se dépeignant comme un sans-abri, luttant pour sa survie. Et le Conseil a pitié de lui. Il n'est pas le seul dans son cas, mais il réussit à se tirer d'affaire. À cette époque, on voit déjà là tout le talent de comédien d'Hitler qui ne fera que se renforcer tout au long de sa vie. Août 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Hitler s'engage avec enthousiasme dans l'armée du Reich. Il est affecté au 16e régiment d'infanterie de réserve bavarois. Il suit une formation express. Et après quelques semaines, il part pour le front occidental. Là, il est immédiatement lancé dans la bataille. Son régiment connaît un baptême du feu dévastateur. Ces hommes ne sont absolument pas préparés aux réalités de la guerre. Plus de 2000 soldats de l'unité d'Hitler périront dans la première bataille d'Ypres en novembre. Mais le soldat Hitler a survécu et reçoit l'unique avancement de sa carrière militaire. On pense souvent qu'Hitler a été promu brigadier ou caporal, mais ceci est complètement faux. Il est passé au grade de première classe. Il ne sera jamais sous-officier, précisément parce qu'il n'est pas un leader. Ses supérieurs ne voient aucune aptitude au commandement en la personne d'Adolf Hitler. Le plus étrange, c'est qu'après cet avancement précoce, il est resté au même grade pendant toute la guerre. La promotion s'accompagne d'une nouvelle fonction, estafette. Hitler doit porter des messages aux quatre coins de la ligne de front. De nouveaux documents découverts dans les archives du régiment laissent à penser que cette mission n'est pas aussi dangereuse qu'Hitler le prétend. En réalité, il n'avait pas à courir à travers les tranchées. On ne lui demandait jamais de porter des messages en première ligne. Pour les hommes des tranchées, les soldats comme Hitler sont des planqués. Contrairement à eux, ils ne sont pas exposés au feu de l'ennemi. Ils les appellent les Etappenschwein, les cochons de l'arrière. Ces documents inédits révèlent une autre incohérence dans le récit des actes de bravoure du soldat Hitler et ont abondamment été utilisés pour prouver l'héroïsme du Führer. En lisant ces documents, je me suis dit que ça ressemblait étrangement à l'histoire racontée par la propagande nazie. L'histoire des soldats français faits prisonniers. À un détail près. Dans la version de la propagande nazie, le héros était Adolf Hitler, alors que celui dont parlait le document était Hugo Gutmann, l'officier supérieur juif d'Hitler. Mais la propagande nazie s'empressera d'effacer le nom de Hugo Gutmann pour le remplacer par celui de leur Führer. Achtung! Adolf Hitler. Dans les derniers mois du conflit, Hitler est décoré de la Croix de guerre pour avoir délivré un message sous le feu ennemi. Quand il reçoit sa décoration, on ne peut s'empêcher de l'imaginer en train de se dire « J'ai enfin fait quelque chose de ma vie ».
Il portera sa croix de guerre pendant le restant de ses jours. Mais pour Hitler, la guerre s'achève dans la douleur, lorsque les Britanniques attaquent son régiment au gaz moutarde. Les gaz toxiques ont constitué l'un des pires aspects de la Première Guerre mondiale. Et Hitler s'en est pris plein le visage. Le lendemain, ses yeux n'arrêtent pas de couler. Il ne voit plus rien. Hitler est évacué dans un hôpital près de la frontière polonaise. Mais au lieu d'être conduit dans l'unité ophtalmologique, il est transféré en psychiatrie. Ce qui semble vouloir dire qu'après 4 longues années de guerre, il ne supporte plus la pression et qu'il est mentalement effondré. Après 4 années sur le front occidental, la guerre d'Hitler s'achève par un échec. Mais la transformation qui donnera naissance au Führer commence. Hitler se consume d'une passion dévorante pour l'Allemagne. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Il est pourtant autrichien de naissance. Il a vu le jour dans la petite ville de Braunau am Inn le 20 avril 1889. Hitler grandit dans une famille dysfonctionnelle. Son père est l'oncle de sa mère. Les 3 aînés meurent les uns après les autres et Adolf, le 4e, se retrouve enfant unique. Le petit dernier, Edmund, meurt à son tour et Madame Hitler tient à son seul fils comme à la prunelle de ses yeux. Son père, Alois, est loin de lui prodiguer la même affection. C'est un homme âgé, froid et distant. Il bat régulièrement le jeune Adolphe, qui en retour le méprise. Le petit Adolphe se plonge à corps perdu dans les histoires de cow-boys et d'Indiens écrites par l'Allemand Karl May. Elles décrivent notamment un chef apache qui lutte pour améliorer la vie de son peuple. Ces histoires ont peut-être constitué une bouffée d'oxygène dans la sombre vie du jeune Hitler. Elles lui ont offert une image fantasmée du vaste monde. À 9 ans, il déménage avec sa famille dans la banlieue de Linz, capitale de la Haute-Autriche. Ici, Adolphe rêve de s'adonner à sa grande passion, le dessin. Mais son père a d'autres projets pour l'avenir de son fils. Alois Hitler est un petit fonctionnaire à l'esprit étroit. Alors, quand son fils lui annonce qu'il veut devenir artiste, il entre dans une rage folle et il lui dit « Jamais tant que je serai en vie ». Forcé de ravaler ses ambitions artistiques, Adolphe est envoyé dans une école technique axée sur les mathématiques et les sciences. Hitler n'est pas un bon élève, mais une matière excite cependant sa curiosité, l'histoire. Un genre d'histoire surtout. Il se passionne pour les exploits des grands héros allemands, les rois, les empereurs et les conquérants d'autrefois. Le nationalisme allemand d'Adolphe ne fait que creuser le fossé entre le père et le fils. Le père s'identifie clairement à la monarchie des Habsbourg et à son projet impérial, alors que le jeune Hitler est attiré par le pangermanisme et se considère lui-même comme allemand. La mort soudaine de son père, en janvier 1903, fait du jeune Adolphe l'homme de la famille à seulement 13 ans. Quatre ans plus tard, en 1907, il abandonne sa mère adorée pour se rendre à Vienne, où il espère entrer dans une école d'art. Il persuade son seul ami, Auguste Kubitschek, de l'accompagner. Dans la capitale, les deux garçons se découvrent une passion commune pour l'opéra. Hitler est littéralement fasciné par Wagner.
Wagner met en scène une sorte de passé mythologique pseudo-germanique qui imprime dans l'imaginaire du jeune homme une vision idéalisée de la société qui est entièrement ancrée dans le mythe. Ce monde fantasmatique est très différent de la réalité. Le jeune homme de 18 ans le découvre en se présentant à l'examen d'entrée de la prestigieuse école des beaux-arts de Vienne. Les examinateurs lui expliquent qu'il dessine assez bien les bâtiments, mais qu'il est parfaitement incapable de faire un portrait. Il pensait que c'était un jeu d'enfant. Et quand il est recalé, il ressent un coup de tonnerre. Cet échec le bouleverse. Furieux d'être ainsi rejeté, il jure de se représenter. Mais son monde va bientôt s'écrouler. Noël 1907. Hitler se rue à Linz, où sa mère est en train d'agoniser. La scène des derniers instants de Clara est poignante. Cette femme étendue sur son lit de mort agonise d'un cancer du sein. Elle souffre beaucoup. Ils sont unis par un lien affectif très fort. Et ce que voit Hitler, c'est sa mère mourante, mais aussi ce lien émotionnel qui se délite sous ses yeux. Adolf est inconsolable, malgré le soutien du docteur Edward Bloch, le médecin juif de la famille. Le docteur Bloch avoue alors qu'il n'a jamais vu quelqu'un à ce point dévasté par le chagrin. Bloch écrira « J'ai évidemment assisté à de nombreuses scènes de ce genre, mais aucune ne m'a laissé une telle impression. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un être à ce point prostré de chagrin comme Adolf Hitler. » C'est l'exemple parfait de cette extrême émotivité dont il souffrira jusqu'à la fin de ses jours. Confronté à la perte ou à la déception, il est incapable d'accepter les revers de la vie. Entre 1907 et 1909, Hitler connaît une véritable descente aux enfers, et il termine quasiment à la rue à Vienne. En 1909, il passe même Noël dans un foyer pour sans-abri. Adolf Hitler est un homme brisé. Ses rêves de gloire détruits, il cherche un bouc émissaire. Il commence à éprouver un ressentiment brûlant à l'encontre de cette bourgeoisie qui le rejette et qui n'a pas su voir en lui le génie. Tandis qu'il vit dans un foyer à Vienne, l'esprit du jeune Hitler s'imprègne des plus hautes instances du pouvoir. L'homme politique qui influence Hitler en particulier est le maire conservateur de Vienne avant la guerre de 14, Karl Lueger. Il admire sa capacité à comprendre la nature de la foule devant lui et à être en phase avec elle. Hitler prétendra que sa haine des Juifs a trouvé sa source à Vienne à cette époque. Mais ceci n'est que pure invention. Il a des amis juifs. Il est en contact avec des marchands d'art juifs. Rien n'indique qu'il ait eu le moindre conflit avec des juifs, ni la moindre raison de leur en vouloir avant la Première Guerre mondiale. Hitler réécrira à loisir l'histoire de ces années viennoises dans le but de servir ses desseins politiques. Tout comme il réécrira ses souvenirs de la Première Guerre mondiale, qui s'achève par l'humiliation de la reddition de novembre 1918. Il trouve ses boucs émissaires, les juifs, les socialistes, les pacifistes de l'arrière. Il dit que l'armée a été victime d'un coup de poignard dans le dos au lieu d'accepter la défaite militaire. Sa colère et son ressentiment grandissent. Il comprend vite qu'il peut les canaliser avec la politique. Il tient sa cause qui un jour mettra le monde à ses genoux.
Septembre 1934. Le moment de gloire dont Adolf Hitler rêve depuis le début de la dernière décennie. Il devient le sauveur de l'Allemagne. Il harangue plus de 700 000 fervents nazis lors du congrès annuel du parti à Nuremberg. L'apogée d'une vie. Wir stehen fest zusammen für unser Deutschland. Und wir müssen fest zusammenstehen für dieses Deutschland. Après la mort du président von Hindenburg, Hitler cumule les postes de président et de chancelier pour devenir le tout-puissant Führer de l'Allemagne avec le soutien de 90% de la population. Denn in den Zeiten hinter uns, da habt ihr mir eure Treue tausendfältig bewiesen. Und in der Zeit vor uns kann es nicht anders sein und es wird auch nicht anders sein. Son ascension a été assez extraordinaire. Il est passé des bancs publics de Vienne au sommet du Troisième Reich. « 15 ans plus tôt, à la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler quitte l'hôpital psychiatrique après avoir retrouvé la vue. Il retourne à Munich pour rejoindre les rangs de milliers de soldats à l'avenir incertain après la défaite de l'Allemagne. Comme bien des soldats allemands, Hitler est relativement désœuvré à la fin de la guerre. C'est un chien errant qui cherche un maître. Il a besoin d'une cause et aussi de retrouver un port d'attache. Malgré la démobilisation, Hitler est toujours salarié de l'armée. Il est même sélectionné pour un programme de propagande. Hitler est l'un des hommes choisis par l'armée allemande pour parler à de petits groupes de soldats de l'avenir de l'Allemagne. Il doit détourner les esprits de la propagande bolchevique auprès des soldats démobilisés. Hitler se dévoue corps et âme au programme qui lui permet de découvrir presque par accident ses talents d'orateur. C'est un saltimbanque né, au style irrésistible. Il attire l'attention du chef de la propagande de l'unité militaire locale, le capitaine Karl Mayer. Karl Mayer perçoit immédiatement en Hitler son talent particulier d'orateur. Sa capacité à s'exprimer de manière simple et abordable fait de lui la recrue idéale pour s'adresser aux soldats et aux gens ordinaires. Lorsqu'Hitler est filmé par des caméras lors d'un rassemblement d'extrême droite en mai 1919, il a été recruté comme informateur. L'une de ses premières missions est d'infiltrer et surveiller les groupes politiques extrémistes de Munich. Il doit notamment espionner un groupe ultranationaliste radical, le Parti ouvrier allemand. Comme souvent à Munich à cette époque, le meeting a lieu dans un endroit improbable, une brasserie. Hitler n'est pas impressionné par ce qu'il voit. Une demi-douzaine de gens en train de parler de l'actualité de manière assez fruste. Hitler interrompt un débat sur le séparatisme bavarois pour leur faire la leçon sur le fait que l'Allemagne doit rester forte. Dans sa rhétorique agressive de plus en plus bruyante, il parle du sacrifice qu'ont consenti lui et tous les autres soldats, non pour la Bavière, non pour un État, mais pour tous les Allemands. Dès qu'Hitler prend la parole, quelque chose se déclenche en lui. Il réalise soudain que tout le monde est pendu à ses lèvres. Et le chef du parti, Anton Drexler, se dit « Il peut nous être utile ». Hitler se voit proposer de rejoindre le parti qu'il est censé espionner. Mais comme il se sent en accord avec ses idées, il accepte. C'est un groupe radical et Hitler se voit comme un révolutionnaire qui veut secouer l'Allemagne depuis la base. Pas comme un homme assis dans un comité en train de donner des directives, mais comme un homme d'action.
En octobre 1919, Adolf Hitler délivre son premier discours officiel devant le Parti ouvrier allemand. Il évoquera ce moment clé dans Mein Kampf. J'ai parlé pendant 30 minutes et ce que je ressentais simplement en moi, sans en avoir conscience, était désormais confirmé par la réalité. Je pouvais parler. Hitler devient membre du comité du parti, recrutant des adeptes à l'aide de sa propagande enflammée. Ces idées ont un public potentiel très vaste. L'anticommunisme est florissant, l'antisémitisme se développe, tout comme la théorie du coup de poignard dans le dos. Donc, en ce sens, Hitler est complètement en phase avec l'opinion publique. Mais l'intéressant, c'est qu'il ne se voit pas encore comme le sauveur de l'Allemagne. Hitler quitte l'armée en mars 1920, alors que les adhésions au Parti ouvrier allemand explosent, avec pour effet une véritable lutte de pouvoir. Hitler devient une figure importante du parti et n'est pas d'accord avec la stratégie d'Anton Drexler. Il démissionne avec fracas et menace de quitter le parti. Mais les membres du parti comprennent qu'Hitler a quelque chose de spécial et qu'il faut exploiter ses qualités, même si le prix à payer est d'accepter son autorité. Juillet 1921. Hitler annonce qu'il rejoint le parti rebaptisé Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, dont il devient le chef. Le socialisme d'Hitler est un socialisme de la race. Le national-socialisme n'est donc pas seulement la régénérescence de la nation allemande, mais aussi la révolution sociale. Hitler se souvient de ses ambitions artistiques pour créer une bannière flanquée d'un symbole inquiétant. Il s'investit totalement dans les moindres détails du visuel. Il utilise la swastika que des mouvements d'extrême droite ont déjà adoptée avant lui dès 1907. Mais lui, il en fait l'icône de l'imagerie nazie. Il est très malin. Il sait que tout le monde ne deviendra pas nazi du jour au lendemain. Donc il fait du neuf avec du vieux. La croix noire au milieu d'un disque blanc sur fond rouge. Il utilise les couleurs de l'ancien Reich allemand. En 1939, Adolf Hitler est façonné pour impressionner. Son image est précisément étudiée pour montrer qu'il n'est plus seulement le leader de la cause allemande, mais sa véritable incarnation. Créer la marque Hitler sera la clé de son succès. Et il s'y attelle dès son entrée en politique. Dans les années 20, Hitler est presque un fantôme. Les photos de lui sont extrêmement rares. Il est entouré de cette aura mystique qu'il construit délibérément sur sa personne. Elle est en accord parfait avec le surnom qu'il s'est choisi, le loup. Dans le but de trouver des soutiens et des fonds pour son nouveau parti nazi, Hitler soigne son apparence. Mais sa volonté de cultiver une image publique à la hauteur de ses ambitions délirantes est un fiasco. Il est ironiquement surnommé le roi de Munich. En tant que chef d'un parti à Munich, Hitler se doit de courtiser les personnes influentes de la haute société, ce qu'il est incapable de faire. Il n'a aucune manière et ne sait pas se tenir à table. Il met du sucre dans son vin et ne sait pas comment tenir ses couverts. Il avale les petits fours sans en laisser aux autres. Il ne lâche pas sa cravache, qu'il tapote contre ses genoux quand il parle. Il n'arrive pas vraiment à se faire accepter des gens qui détiennent le pouvoir. Hitler est à des lieues du confort de la brasserie de ses débuts, mais ses vilaines manières vont bientôt lui servir. En 1923, l'incapacité de l'Allemagne à payer une dette s'élevant à des milliards de marks or à la France plonge le pays dans la faillite et provoque une crise financière. 1923 est une année terrible pour la République de Weimar. Le gouvernement fait tourner la presse habillée en permanence afin de remplir ses engagements. Ce qui mène à quoi? À l'inflation.
Avant la guerre, il fallait 4 marks pour $1 et ça a été de pire en pire. Peu après, il faut compter 20 000 marks pour $1. Avec une situation économique dramatique, le peuple allemand se désolidarise rapidement du régime démocratique de Weimar. Hitler prend le contrôle de la rue, inspiré par l'arrivée au pouvoir des fascistes en Italie l'année précédente. Hitler admire Benito Mussolini et surtout la manière dont il s'est emparé du pouvoir. Il prend délibérément pour modèle la marche sur Rome de Mussolini en 1922. Mussolini est devenu le maître de l'Italie en professant un nationalisme violent, ce qui ravit Hitler. Inutile de s'embêter à attendre le résultat des urnes. Il suffit de descendre dans la rue, marcher sur la capitale et prendre le pouvoir par la force. En novembre 1923, Hitler marche vers une brasserie munichoise, suivi par 600 hommes de son parti, communément appelés les troupes d'assaut. C'est l'endroit qu'avait choisi le Premier ministre de Bavière, Gustav von Kahr, pour s'adresser à une foule de 3000 personnes, dont certains des plus influents politiciens de l'État. Pour attirer l'attention de tout le monde, Hitler tire soudainement un coup de pistolet dans le plafond. Il annonce à ses interlocuteurs médusés que la révolution nationale a commencé. C'est là qu'un tonnerre d'applaudissements retentit dans la brasserie. Et Hitler se dit « ça a marché ». Les 3000 personnes présentes sont toutes intimement persuadées que le coup d'État va réussir. Le lendemain, Hitler est à la tête d'une marche de 2000 partisans, dont l'objectif est de prendre le contrôle de Munich. La réponse du gouvernement ne se fait pas attendre. Ils se font tirer dessus par un cordon de soldats et de policiers. Et alors que les 2 hommes qui l'encadraient sont tués, Hitler s'en sort miraculeusement. 4 policiers et 14 partisans nazis perdent la vie lors de ces affrontements. Hitler parvient à s'échapper dans la confusion. Il se réfugie chez l'un de ses amis nazis, Ernst Homstengel. Pour la 3e fois de sa vie, Hitler subit un revers terrible. Il passe 2 jours à ruminer de sombres pensées en jouant avec son pistolet. La femme de son hôte réussit à le dissuader de se suicider. Mais Hitler sait pertinemment que le putsch a échoué, que le parti a volé en éclats et que lui-même est devenu la risée de tous. Le jour suivant, il est découvert et arrêté. Quand on lui passe les menottes, il insiste pour garder sa croix de guerre au revers de son veston. Même dans un moment pareil, c'est un homme incroyablement soucieux de son image. Le projet d'Hitler de sauver l'Allemagne devient un sujet de moquerie. Pour son coup d'État raté, il est inculpé de haute trahison et risque la peine capitale. Il n'y a pas de juré. C'est une procédure administrative sous l'autorité de 3 juges, tous nommés à l'époque impériale, et qui partagent à des degrés divers une certaine sympathie pour le patriotisme d'Hitler. Hitler se met à transformer la salle d'audience en véritable tribune. Ses propos sont rapportés dans toute la presse. Il est autorisé à parler. Et c'est en s'exprimant à loisir qu'Hitler se rend compte qu'il détient toujours le pouvoir. Ce procès constitue une aubaine pour Hitler, parce qu'il a une audience nationale. Il peut distiller son message de haine, de ressentiment et ses sentiments de persécution auprès de tous les Allemands. Hitler est déclaré coupable. Mais les juges sont cléments. Il échappe à la guillotine pour être condamné à une peine de 5 ans à la prison de Landsberg.
Le temps que passe Hitler dans la prison de Landsberg est fondamental. Il est contraint à l'immobilité et il a tout le loisir de réfléchir à sa stratégie politique. C'est un moment clé pour Hitler, parce qu'il réalise soudainement qu'il est arrivé à un stade où il doit se définir sur le plan politique. Le putsch de la brasserie aurait pu signifier la fin de sa carrière politique. Au contraire, c'est un nouveau départ. Il reçoit un flot ininterrompu de visiteurs et de partisans. On lui apporte toutes sortes de cadeaux. On lui apporte de la nourriture. Hitler adore les friandises, c'est de notoriété publique. D'ailleurs, il grossit en prison. Depuis sa cellule, Hitler dicte à son fidèle comparse Rudolf Hess ses tristement célèbres mémoires. Mein Kampf, mon combat. Il faut savoir qu'Hitler n'a pas écrit ce livre de sa main. Mein Kampf est l'œuvre d'un homme faisant les 100 pas dans une pièce, éructant tout ce qui lui passe par la tête. Mein Kampf est un interminable pensum. C'est un livre qui vous tombe des mains, d'un ennui terrible. Mais c'est un ouvrage essentiel pour comprendre d'où viennent les idées d'Hitler. Dans Mein Kampf, Hitler annonce tout ce qu'il a l'intention de faire. Déclarer la guerre aux Juifs, détruire les Juifs d'Europe et mettre à mal l'équilibre des pouvoirs sur la planète. La façon dont il parle des Juifs est toujours aussi choquante. Ce sont des asticots, des parasites et un cancer qui prospèrent sur le corps politique des nations européennes. Il commence vraiment à penser qu'il peut façonner le monde selon sa volonté. Il ne se voit plus comme un agitateur, un battleur de salle de foire, mais comme un leader national. Il pense être le Messie qu'attendent les Allemands. Après 9 mois de prison, Hitler est libéré prématurément pour bonne conduite. Mais en son absence, la dissension s'est installée dans les rangs du parti nazi. Hitler doit relever le plus grand défi de sa carrière politique. Et sa stratégie pour garder le pouvoir va se révéler aussi ingénieuse qu'impitoyable. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'échec. Décembre 1924. Libéré de prison, Adolf Hitler retourne à Munich. Le parti nazi est déchiré par les luttes intestines. Et le gouvernement de Bavière lui interdit de s'exprimer en public, sa carte maîtresse. Pour un orateur de la trempe d'Hitler, c'est un énorme handicap. Hitler décide de changer de tactique. Il abandonne ses visées révolutionnaires et compte changer la République de Weimar de l'intérieur. Le fiasco du putsch de la brasserie l'a convaincu que la révolution à l'ancienne est illusoire. Il sort de prison, déterminé à agir dans un cadre légal. Sa priorité est de se débarrasser de son image de gangster. La mission de redorer le blason d'Hitler est entre les mains d'un ancien paparazzi, Heinrich Hoffmann, un allié qui l'a accueilli à sa sortie de la prison de Landsberg. Ils essayent différentes poses, différents costumes, dont les lederhosen, les culottes bavaroises. Mais en découvrant les planches contact, Hitler gratte les négatifs et les barres d'une croix rouge. Il se trouve ridicule. Il ne portera plus jamais cet accoutrement en public. C'est à ce moment-là qu'il décide de se donner une image d'homme d'État. Ses proches sont stupéfaits par sa transformation. Certains se moquent de lui et le surnomment Adolf Légalité. Hoffmann prend des milliers de photos afin de parfaire l'image idéalisée d'Hitler. Malgré l'ordre express de détruire les clichés qui n'avaient pas l'heure de plaire au modèle, Hoffmann en conservera la plupart.
Hitler a une image si précise de ce à quoi il veut ressembler qu'il pousse le vice jusqu'à se faire photographier en train d'essayer des poses pour ses discours. Et ce qui reste de ce petit homme avec une drôle de moustache, c'est l'image emblématique d'un personnage charismatique. Tout ça était un numéro, un spectacle. Cette posture en particulier est très intrigante. Observez l'ampleur, le caractère expansif. Voyez comme les bras s'éloignent du corps et ce poing brandi comme une arme symbolique. C'est comme s'il allait passer à l'attaque. Hitler est conscient de tout ça. Il sait qu'en prenant cette posture et en brandissant une arme symbolique, il fera ressentir à son auditoire un puissant sentiment de danger et de colère. La métamorphose d'Hitler ne se limitera pas aux photographies d'Hoffmann. En février 1926, il focalise toute son attention sur le prochain obstacle, ce qui menace son autorité politique. L'un de ses plus proches lieutenants, Gregor Strasser, a tenté de mettre sur pied une faction dissidente dans le nord du pays. Hitler souhaite le garder sous contrôle. Mais il doit aussi prouver aux hommes de Munich qu'il est toujours le chef incontesté. Hitler convoque les cadres du parti à une réunion d'urgence à Bamberg. Les instances du parti nazi arrivent de toute l'Allemagne, dont Gregor Strasser. Hitler leur demande de prononcer un serment de loyauté indéfectible à son égard. C'est réellement un moment de vérité pour Hitler. Il compte ainsi réaffirmer son autorité sur le parti. Hitler prend une grande inspiration et se lance dans un discours dont il sait qu'il sera le plus important de sa carrière. Hitler se sent alors assez fort pour jouer sa carte maîtresse. Demander un serment de loyauté à tous les cadres du parti, y compris Strasser. Les 60 personnes présentes se soumettent et prêtent serment à Hitler. Le parti est à nouveau uni, sous la coupe de son Führer, Adolf Hitler. C'est la première fois qu'il se montre aussi impitoyable. Après Bamberg, sa confiance est au plus haut. Il se dit qu'il pourrait bien être l'homme dont l'Allemagne a désespérément besoin. Hitler assoit son autorité sur le parti. Mais un homme n'est pas convaincu. Joseph Goebbels. Hitler s'est rendu compte que Goebbels possède les talents de communicant et de propagandiste dont il a besoin pour sa campagne. Et il est bien décidé à le courtiser. Il l'emmène à Munich, il l'emmène à Stuttgart, il le conduit dans sa voiture. Il fait un vrai numéro de charme à Goebbels pour qu'il le suive. Après la conférence de Bamberg, Goebbels est parfaitement convaincu qu'Hitler est le dirigeant qui fera la fortune de l'Allemagne. Il décide donc de lui faire allégeance. Goebbels, qui tiendra un journal tout au long de sa vie, écrit « Je l'aime. Il m'a parlé quand j'étais à ses côtés. Il m'a donné une photographie. Dès lors, sa loyauté ne se démentira plus jusqu'à sa mort. » Au congrès du parti, à Weimar, Goebbels dévoile la nouvelle image d'Hitler, qui allait bientôt conduire à un véritable culte de la personnalité autour d'un Führer autoproclamé. Ce qui est intéressant dans ce titre qu'Hitler se choisit, le titre de Führer, c'est qu'il ne désigne pas seulement un chef politique. Ce n'est pas comme ça qu'Hitler l'entend. Le Führer, c'est le guide, une sorte de figure prophétique. Il tend le bras pour effectuer un salut qui deviendra vite le signe de ralliement des nazis. Le Heil Hitler par lequel tout le monde le salue est désormais obligatoire, ce qui montre la poigne de fer avec laquelle il tient le parti.
En seulement 8 ans, Adolf Hitler est passé de l'état de simple soldat à celui de leader incontesté d'un parti politique en plein essor. Il n'est pas dénué de talent. Il a un charisme brut, des dons d'orateur et une maîtrise de la politique. Mais il fait preuve de brutalité et il est prêt à se débarrasser de quiconque lui barrerait la route. En 1927, l'interdiction faite à Hitler de parler en public en Bavière est levée. Hitler peut à nouveau se montrer aux foules. Il a ce qu'il souhaite, une tribune. Le Führer aiguise ses talents et peaufine une image qu'il s'apprête à dévoiler à une Allemagne en pleine débâcle et à un monde qui n'a aucune idée de ce qui l'attend. Rarement dans l'histoire, un homme n'a été à ce point en phase avec son temps. Et désormais, la scène est prête pour qu'Hitler accède au pouvoir. Pas seulement à Munich, mais en Allemagne.